dès que tu vas mettre en place une démarche, tu as l'impression d'ouvrir une porte et que les gens vont se dire ah ok, bah maintenant je peux dire ce qui va pas. Alors que si tu mets pas en place la démarche, tu as l'impression que les gens vont rester avec leurs problèmes, leurs sujets dont ils aimeraient bien parler. Mais comme entre guillemets il y a rien d'officiel qui est lancé, bon bah ils le font pas. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Arnaud Huvelin et je suis le fondateur de Déclic. J'aide les industriels à faire du bâtonnage et du chronométrage digital grâce à des boutons poussoirs connectés tout terrain, qui s'utilisent avec des gants, se nettoient au Karcher et résistent aux environnements ATEX. Après avoir rencontré des centaines d'industriels, j'ai remarqué que le Lean s'applique sur le terrain et que c'est avant tout des histoires de femmes et d'hommes. C'est pour vous partager leurs histoires que nous avons créé le podcast Le Déclic du Lean. Inventée par Toyota, cette méthode a fait ses preuves dans beaucoup d'usines, mais elle reste encore trop théorique. Vous voulez enfin vous lancer dans l'aventure, mais vous avez beaucoup d'appréhension ? Ici, on vous partage des cas concrets d'application Lean dans l'industrie. Des réalités vécues par des femmes et des hommes qui ont tous le même objectif, mettre l'humain au cœur de la productivité. De l'actionnable, du concret, bref, le tout pour avoir le déclic du Lean. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du Déclic du Lean. Aujourd'hui, je suis avec Pierre. Salut Pierre. Salut Arnaud. Pierre, je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu m'as dit que tu avais déjà écouté des épisodes, c'est top, donc tu sais ce qui va t'arriver en premier. J'ai une petite question festiche. Oui. Comment ça va vraiment, Pierre ? Ça va vraiment plutôt bien. Je suis dans un nouveau projet depuis quelques semaines, quelques mois, et ça va vraiment bien. Je fais plein de rencontres et j'ai eu le plaisir d'être invité pour ce podcast et ça en fait partie. Ça fait partie justement des choses très positives qui sont dans mon quotidien depuis quelques semaines. Donc merci déjà. Ah, ça me fait plaisir. C'est une réponse excellente. Flatté, et en même temps, t'as répondu à la question. Ouais, non, mais j'ai fait 20 ans en tant que salarié, je me suis lancé dans un nouveau projet, et du coup, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de choses qui se passent. Mais, du coup, ça va vraiment bien, puisque c'est plaisant et c'est très motivant de pouvoir mener un nouveau projet, quoi. Ouais, ça, je compatis à 100%. Du coup, t'as commencé un peu à répondre à ma deuxième question. Donc, ça fait pas longtemps que tu t'es lancé dans un nouveau projet, 20 ans de salariat. Ouais. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit récap, du coup, sur ces 20 années de salariat et puis maintenant, ce nouveau projet, c'est quoi? Ouais. Donc, j'ai fait 20 ans dans le secteur de l'aéronautique. J'ai fait, pour résumer, 10 ans en production et 10 ans en maintenance. Okay. J'ai fait différents métiers au sein de la production. J'ai vraiment commencé en tant que coopérateur sur vraiment une machine de production, sur des lignes automatisées. Puis à force de participer à différents projets et puis à être force de proposition justement sur de l'amélioration, j'ai intégré un service méthode où j'ai fait de la gestion de projet, installation de nouveaux moyens, nouvelles lignes de production, tout un tas de projets. Et j'ai intégré après une équipe de maintenance en tant que coordinateur. Donc je m'occupais de la planification des travaux, la maintenance préventive, l'analyse de panne, etc., la fiabilisation. Tout ça dans la même boîte ? Ouais, tout ça dans la même boîte. Donc un grand groupe aéronautique européen qui est dans le Nord et qui est aussi à Toulouse. Et donc après 20 ans, j'avais envie d'un nouveau projet parce que voilà, la zone de confort, peut-être un morceau de la crise de la quarantaine, je sais pas. Mais donc de t'acheter une moto, tu t'es dit je vais monter une boîte, quoi. Peut-être, voilà, et envie de vraiment de découvrir d'autres secteurs d'activité, d'autres structures de par leur dimension ou leur organisation. Répondre à d'autres besoins, rencontrer d'autres problématiques, d'autres thématiques, mais toujours sur la partie maintenance industrielle. Ok. Donc je me suis lancé dans ce projet d'accompagner justement des TPE, des PME pour fiabiliser leurs moyens, leur proposer des analyses sur leurs moyens de production, leurs machines, et puis derrière
trouver des solutions, trouver des axes d'amélioration qui vont leur faire gagner de la productivité, du temps, de l'argent et en gros développer leur performance industrielle, quoi. Trop bien. Et du coup, tu t'es lancé depuis combien de temps? Ça fait vraiment quelques mois. Parce que en quittant mon poste, j'ai dû partir sous certaines conditions et il fallait que je parte dans le cadre d'une formation, d'une nouvelle formation. Donc je suis passé déjà par une étape de formation qui a duré quasiment 1 an avant de pouvoir mener mon projet. Okay. Et donc là, ça fait quelques mois que j'ai démarré ce projet. Ouais. Trop bien. Et du coup, déjà un premier client, donc un projet et ça démarre, quoi. Ouais, voilà, ouais, tout à fait. Donc c'est vraiment là, ça fait vraiment quelques semaines, je dirais, depuis le mois d'avril, on va dire, où je suis à 100% sur ce projet-là et c'est très motivant et voilà, je suis assez satisfait de justement de pouvoir faire plein de rencontres, quelque chose que je connaissais pas du tout dans le monde du salariat, s'ouvrir vraiment sur d'autres personnes, et vraiment élargir le réseau. Donc c'est plutôt plaisant et c'est surtout super intéressant, quoi. Trop bien. Et du coup, sujet maintenance, c'est un peu le laisser pour compte de la production. Service maintenance, de toute façon, on lui gueule tout le temps dessus parce que les machines sont en panne. Ouais. Ça reste, et ça c'est quand même assez dingue, une ligne de dépense. Ouais. En même temps, c'est comme ça. Hein. Dans le budget des directeurs, ce n'est qu'une ligne de dépense. C'est pas une ligne qui fait gagner de l'argent. Sacré sujet, la maintenance. Pourquoi t'as choisi ce sujet-là? Parce que c'est petit vilain petit canard, c'est ça? Non, enfin, peut-être un peu, ouais, mais il y a quelque chose qui dit que c'est toujours à cause de la maintenance, mais c'est jamais grâce à elle non plus quand ça fonctionne. C'est vrai. Mais non, je pense que c'est un axe qui est souvent oublié, justement, parce qu'on pense toujours qu'on va essayer de produire plus vite, on va essayer de mettre plus de ressources pour faire plus vite, et on oublie des fois, enfin on oublie souvent qu'on peut déjà améliorer tout l'aspect autour de la maintenance, autour des pannes, la durée des pannes, la fréquence, etc. Et c'est un levier qui a tendance à être parfois oublié parce que, comme tu le dis, on pense toujours que c'est qu'un centre de coût. Quand il se passe pas grand chose et que les machines fonctionnent, on a le sentiment peut-être de payer des gens pour rien. Et alors que c'est faux, derrière il y a tout un travail d'analyse, de fiabilisation, d'optimisation qui est mis en place, voilà. Hein. Et alors si on fait le rapprochement, on pourrait imaginer que les pompiers peuvent être à peu près dans le même cas de figure, c'est-à-dire quand on n'a pas besoin d'eux, en gros, peut-être qu'on paye des gens à pas grand-chose, et en fait, quand ils viennent, on est quand même bien content qu'ils viennent généralement, et on oublie qu'on a dépensé un peu d'argent. Donc non, je pense que c'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose, j'aime bien, j'adore être sur le terrain, j'adore être au contact avec des équipes, des techniciens, des moyens de production et voilà, le projet, c'est de pouvoir continuer de le faire avec différentes structures, différentes organisations, des nouveaux secteurs d'activité. Non. Et voilà. Dans tout ce que toi, tu t'en as vu là, de la maintenance, tu dirais que c'est quoi l'erreur récurrente, la numéro 1 qu'un directeur de production va faire avec son service maintenance? Bah, moi, je dirais que la première, enfin celle à laquelle j'ai été le plus confronté, c'est souvent réduction des coûts, sans chercher à savoir, comment on pourrait optimiser autrement. Donc, ça va être des réductions de coûts sur des consommations de pièces, ça va être des réductions de coûts sur des effectifs, forcément. Ça va être souvent quand on dit qu'on veut optimiser ou quand on veut améliorer la maintenance, souvent c'est ça, on veut réduire les coûts parce que la maintenance coûte toujours trop cher en pièces de rechange, parce qu'il y a toujours trois bonhommes qui dépannent la machine et on se dit qu'il y en a sûrement assez avec 2 ou 1 même. Donc c'est souvent ça la première erreur qui est faite. Il y a aussi, je vois beaucoup en ce moment des gens qui cherchent des techniciens de maintenance et qui ont du mal à en trouver parce que c'est un métier un peu en pénurie. Mais avant par exemple de se dire on va peut-être rajouter un
un 12e joueur dans notre équipe, bah peut-être que on peut se dire que finalement en réorganisant l'activité et en améliorant l'activité, peut-être que cette même activité, on peut finalement la faire sans devoir recruter un 12e joueur et du coup optimiser ses ressources avant de chercher à avoir quelqu'un en plus pour faire le job. Donc ou alors j'ai entendu souvent parler aussi de maintenance de niveau 1, de niveau 2, de niveau aussi, 3. Ouais. Aussi, ouais. Et du coup, l'idée, c'est parce que c'est toujours un truc, moi, j'avoue, je comprends pas, pourquoi c'est un service à part, en fait. Tu vois, pourquoi est-ce que les mecs de la production et les mecs de la maintenance, ils font pas partie de la même team, quoi, tu vois? Ouais, bah c'est pour ça, c'est ce que je te disais dans la conversation tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, on travaille pas dans la même boîte, alors qu'on enfin, les gens ont forcément ils travaillent dans la même société et le service maintenance, on pourrait croire que c'est une entreprise dans l'entreprise, alors que non. Je pense que c'est aussi historique avec des organisations, voilà, chacun a sa division, chacun a son périmètre. Aujourd'hui, ça a quand même tendance à évoluer. Il peut y avoir des fois la maintenance qui va être intégrée à la production avec la maintenance autonome, la maintenance de niveau 1. Voilà, il y a des choses qui évoluent. Mais il y a eu pendant longtemps, je pense, des frontières assez marquées entre la production et la maintenance, quoi. Donc Et pourquoi est-ce que du coup on fait pas on met pas les deux équipes ensemble, tu vois, et on a des opérateurs qui sont aussi des mainteneurs? Bah, moi j'ai connu les deux. J'ai connu la maintenance premier niveau où on confiait des tâches à des opérateurs. Ça se fait bien, mais après je pense que c'est lié aussi à la façon dont on va amener le changement, comment on va conduire justement ces opérations qui sont assez impactantes pour tout le monde, parce que l'opérateur, on lui demande quelque chose en plus dans son travail quotidien. Il faut qu'il puisse le comprendre, l'assimiler, l'intégrer dans son job. Donc oui, non, mais je pense qu'ils en sont capables. Puis si on revient à la genèse, j'ai l'impression qu'avant dans les usines, il n'y avait pas de service maintenance. C'est les opérateurs qui faisaient leur maintenance. Ouais. Ou alors il y avait ce qu'on appelait, alors moi je suis pas très vieux, mais j'en ai quand même entendu parler, mais ce qu'on appelait le service entretien, service réparation. En gros, c'était très, c'est très caricatural ce que je vais dire, mais c'était en gros, voilà, le service qui, une fois que c'est en panne, il vient, il répare, et puis il repart, et jusqu'à la prochaine panne. Aujourd'hui, c'est quand même, les métiers de la maintenance ont énormément évolué. Il y a des métiers très riches, il y a des profils très qualifiés, très compétents, et des outils, des outils qui ont largement fait leurs preuves. Qui sont exploités plus qu'à une certaine époque. Donc c'est un métier en évolution, et surtout avec les nouvelles technologies, avec le 4.0, etc. Il y a beaucoup de choses qui font encore évoluer ce métier-là. Mais je pense que voilà, c'est sur la bonne voie. Il y a des choses qui bougent et il faudra que ça continue de toute façon. Tu penses que cette évolution de la maintenance, elle doit tendre vers quoi? C'est-à-dire, elle doit tendre vers justement fusionner les deux services, maintenance et production, et avoir des opérateurs plus polyvalents, ou alors garder des mainteneurs et des opérateurs, mais qui fassent partie de la même équipe. Tu vois comment, toi, l'évolution d'une maintenance idéale? Bah, je pense que je pense qu'il faut rien s'interdire en fait, parce que c'est fonction de l'objectif, de la stratégie de l'entreprise. Je pense que tout est envisageable. Après, il faut que ça corresponde vraiment à une organisation, à un vrai besoin, à des vrais objectifs. Il faut pas faire de la maintenance autonome pour entre guillemets se faire plaisir. Il faut pas il faut faire ce qui correspond vraiment aux besoins. Et tout ce besoin-là, il faut l'analyser. Mais tu peux effectivement avoir des unités autonomes de production avec dedans des techniciens de maintenance. Tout comme tu peux avoir une organisation où tu as d'un côté la prod, d'un côté la maintenance, et on mélange pas. Mais je pense que ça passe et ça passera par
non pas une activité en commun, mais des objectifs en commun. Parce que la prod a ses objectifs, voilà, de production, de volume, de série, de tout ça. La maintenance a d'autres objectifs. Donc en fait, je pense qu'on peut vite se rendre compte que si chacun peut respecter ses objectifs et tenir ses objectifs et faire qu'il n'y ait pas de synergie entre les deux services. Alors que si tu as des objectifs en commun, c'est là où les gens, je pense, vont échanger plus facilement parce qu'ils auront le même objectif à atteindre. Ah, c'est intéressant parce que tu dis la manière de vous organiser, une équipe, deux équipes, machin, etc. Ça, chaque boîte se le gère comme elle veut. Par contre, s'il y a un truc que vous devez tous faire, c'est avoir des objectifs communs. Ouais, parce que c'est ça en fait qui rassemble vraiment une équipe, comme tu parlais d'équipe de foot tout à l'heure. C'est un bon parallèle, quoi. C'est en fait que tu sois coach, entraîneur, joueur, titulaire, gardien, attaquant, ailier, etc. Tout le monde a le même objectif. Ouais, c'est ça. Et je pense que je pense que ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est que à la limite, il y a des organisations qui se entre guillemets qui se libèrent un peu plus de ce qui a pu exister par le passé et qui se octroient, on va dire, qui se permettent, qui se donnent les moyens en tout cas d'aller vers ce type d'organisation. Et au final, ce qui te fait avancer, c'est ton objectif. C'est pas, c'est tes objectifs. C'est pas le fait de dire non, et on veut que le mécanicien il fasse que de la mécanique, on veut que l'opérateur il fasse que de la prod. Non, aujourd'hui, si demain Didier Deschamps il met Lloris en attaque et Mbappé dans les buts, mais qu'on gagne le match, au final tout le monde s'en fout. À la limite, le principal c'est d'avoir gagné le match. Donc c'est un peu. Il y en a quand même qui vont râler, mais raison, ce qui compte, c'est qu'on a ramené la coupe à la maison, quoi. Non, mais c'est exagéré de ça la comparaison, mais c'est presque ça, tu vois. Aujourd'hui, tu pourrais t'as des entreprises qui font de la maintenance premier niveau et les opérateurs sont largement compétents et ça soulage le service maintenance qui peut lui se focaliser sur vraiment des vraies problématiques un peu plus poussées et un peu plus un peu plus compliquées. Mais pour moi, ça rejoint quand tu me dis objectif commun, j'ai l'impression que en fait c'est ça que ça rejoint vraiment, parce qu'à partir du moment où l'objectif de la maintenance, de l'équipe maintenance et de l'équipe production c'est le même, naturellement les mecs de la maintenance vont former les opérateurs pour qu'ils puissent faire des réparations. Naturellement, ils vont beaucoup plus échanger sur ce qui se passe pour être plus réactifs et mieux maîtriser l'outil de production. Et naturellement, ils vont aller en fait vers de la recherche d'optimisation et de gain en fait. Et c'est vrai que c'est le sens, quoi. C'est ça. Et il y a un outil en maintenance qui s'appelle la TPM qui peut englober ça justement où il y a pas de frontières, il y a pas de niveau hiérarchique, il y a un objectif en commun, c'est l'outil de production et tout le monde contribue. Cette philosophie là, tout le monde contribue pour justement faire en sorte que qu'on soit à l'objectif, parce que au final l'objectif c'est livrer ton client, produire les pièces, et une fois que tu as atteint cet objectif là, ça c'est ce qui donne à manger à tout le monde, on va dire, et ça c'est une bonne démarche, la TPM, parce que ça implique tout le monde à tous les niveaux et ça permet justement de s'organiser ponctuellement sur la durée du chantier de TPM et de casser les organisations qu'il peut y avoir et qui sont souvent très très divisées, quoi. Donc ça c'est assez répandu, ça continue d'évoluer, et ça c'est une bonne chose. Ça ça fait plaisir. T'as déjà vu, tu vois beaucoup d'entreprises qui commencent à tendre vers ça? Il y en a, mais après ce qui est quand même assez paradoxal dans tout ça, c'est que par exemple un outil comme la TPM, c'est un outil qui est quand même très très vieux, qui date quand même d'il y a nombreuses années, et c'est des outils qui ont du mal justement à vivre dans le temps, parce que pour en avoir mis en place, etc., il faut que derrière il y ait une surveillance continue, il faut qu'il y ait un appui continu des responsables, de la direction ou des choses comme ça. Mais ces outils qui restent efficaces, accessibles, parce qu'ils sont relativement simples à mettre en place.
Et oui, c'est des outils qu'on voit souvent réapparaître selon la stratégie et la politique de l'entreprise. C'est quoi le plus gros échec que tu as subi ou que tu as vu sur un sujet maintenance, peu importe lequel? Le plus gros échec, c'est, je pense, d'avoir travaillé sur la sécurisation d'une machine, donc pour la partie pièces de rechange. Donc c'est-à-dire j'ai travaillé sur une machine à moyen unique dans une entreprise, donc très très critique forcément, puisqu'en plus au milieu du process de fabrication. Ah ouais, donc ça coupe tout quoi. Ouais, donc très risqué sur plein de sujets. Et en fait, j'avais un travail sur la sécurisation des pièces de rechange sur cette machine-là. Et le plus gros échec, ça a été de travailler avec beaucoup de techniciens, beaucoup de ressources, d'avoir passé du temps et de vraiment s'impliquer sur la démarche. Et pour que finalement il y ait un arbitrage qui n'était pas basé sur de la technique et des choses factuelles, qui a fait que derrière on n'a pas mené le projet plus que ça, alors qu'il y avait des arguments justement pour le valider. Donc ça a été un échec parce que en fait on a dit qu'on parlait de nos expériences, donc je vais parler de mes expériences. Ouais, vas-y, mais c'est en fait, pour ça. Hein. Ce qui est toujours un peu ce qui a été cruel dans ce cas, cruel, oui, dans ce cas de figure, c'est d'avoir le sentiment de faire son job, d'impliquer tout le monde, de vraiment se baser sur des choses vérifiables et factuelles, et qu'il y ait un arbitrage qui soit fait par quelqu'un qui est dans un bureau. Et j'ai écouté quelques-uns des podcasts que vous avez faits. Et notamment le dernier parlait justement avec Bertrand, si je dis pas de bêtises. Le dernier parlait du fait qu'il y a des gens qui ne viennent pas vérifier sur le terrain, ne viennent pas constater, ne se mettent pas en relation avec les gens qui sont vraiment sur le terrain. Ça, c'est un drame. Et c'est dommage parce que justement dans tout ce qui est lean, amélioration continue, etc. Mais tu peux pas participer si tu mets pas un pied sur le terrain à un moment donné. Donc moi je pense que mon plus gros échec ça a été ça, de travailler pendant des semaines et des semaines sur un projet pour qu'au final quelqu'un qui s'était jamais intéressé au projet nous dise oui mais en fait non parce que j'ai décidé que non. et c'est un peu cruel. C'est vrai que c'est triste, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent à qui c'est déjà arrivé ce que tu dis là. Ouais, je pense. Maintenance, mais tu vois même n'importe quel sujet, hein, vraiment. Genre, on va parler des opérationnels. C'est comme ça que je pense que t'étais à l'époque, tu vois, opérateur, manager, t'es vraiment terrain. On te demande de faire un truc en plus. Ouais. Ça sort pas du chapeau. On te dit il faudrait sécuriser les pièces de rechange. Très bien, tu bosses comme un dingue, tu réfléchis avec les équipes, tu sors un beau truc. Et là, une personne qui vient pas sur le terrain, le fameux col blanc, directeur, et il te sort un nom. Et là, je suis sûr que t'as vraiment envie de tout casser, perdre de sens. Enfin, c'est quoi cette connerie là? Enfin, genre vraiment ça. On me demande de bosser pour rien faire quoi. Ouais. Et puis c'est surtout que du coup, c'est ça. En dehors du fait que t'as une déception, voilà, forcément perso. T'as surtout le sentiment de te dire. Mais en fait, on est au courant que potentiellement il y a un problème et en gros on accepte en gros de fermer les yeux et de vivre avec. Et c'est ça qui est le plus grave des sentiments. Si on parle vraiment industrie, tu te dis je suis au courant que potentiellement il y a quelque chose qui peut se passer. Je vais juste espérer que ça se passe pas. Oui, ça j'entends bien. Je suis complètement d'accord. Mais je faisais justement une introduction parce que j'aime bien faire l'avocat du diable. Ouais. Et je suis d'accord avec ce que tu partages et avec la frustration et avec tout ce que tu dis. Mais du coup, je vais faire l'avocat du diable un peu parce que j'ai envie de chercher une solution, tu vois, à cette problématique. Et je vais dire, ok, mais tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais écouté un épisode de podcast et que tu étais d'accord avec Bertrand qui disait que le pire, c'est que les gens qui prennent des décisions sans aller sur le terrain. Mais dans ce cas-là, la personne que tu avais en face de toi, peut-être que tu le savais pas à l'époque, mais pourquoi est-ce que la personne que tu avais en face de toi, tu l'as pas amenée sur le terrain pour qu'elle se rende compte du problème, pour qu'elle le vive? Ou alors peut-être que tu n'en avais pas conscience. Ouais, après le souci et c'est
aussi entre autres pour ça que j'ai voulu un peu changer d'air et changer d'environnement, c'est que après dans les grands groupes et dans les grandes organisations, et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui effectivement doit être confronté à ça, c'est que voilà, t'as des circuits de validation, t'as des circuits de décision qui peuvent être compliqués, qui peuvent être longs, et au final, tellement de niveaux hiérarchiques des fois qu'après tu tapes même pas le contact en fait, tu sais même pas à la limite qui vraiment a décidé, et c'est là où c'est frustrant. Tu vas me faire perdre espoir là. Non, mais ça peut compliquer encore plus parce qu'effectivement, si c'est clairement ton boss qui refuse, tu peux argumenter, tu peux continuer d'expliquer, tu peux l'amener effectivement sur la machine, sur la chaîne de production pour lui faire voir, lui faire comprendre. Mais quand c'est encore au-dessus et dans des niveaux plus hauts, c'est moins, enfin, je pense que c'est moins accessible et c'est plus compliqué à faire, quoi. Tu penses que moi, je sais pas, je suis un grand rêveur après. Je suis un éternel optimiste. Quand je me dis même dans une organisation énorme comme Airbus ou comme autre, à un moment donné, au contraire, j'ai envie d'envoyer un message d'espoir et dire, les gars, si vous êtes déçus parce qu'on vous a dit non et que vous comprenez pas et que vous pensez que les mecs qui ont pris la décision, ils l'ont prise pas avec assez d'informations, allez les voir. Trouvez-les, ces mecs-là. Dites-leur bonjour. Déjà, ils vont pas vous manger, je pense. Oui, mais c'est sûr. Ils seront peut-être contents sûrement de parler avec quelqu'un qui vient du terrain parce qu'ils ont pas beaucoup d'interaction avec ces gens-là. Et je suis quasiment sûr que les décisions, tu vois, souvent les décisions, elles sont prises dans les deux sens. C'est d'un côté la personne qui prend la décision, peut-être qu'elle a pas assez d'informations, tu vois. Et qu'en fait, si jamais elle avait vraiment toutes les informations qu'elle a eues par bribes, si jamais elle était venue sur le terrain, etc., elle se rendrait compte qu'en fait, non, il faut pas prendre cette décision, il faut prendre l'autre. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, tu vois, là, le message que j'ai envie de donner, c'est, s'il vous plaît, prenez en compte que vos interlocuteurs en face de vous, ils ont peut-être pas toutes les informations. Donc, essayez de leur en donner le maximum. Non, c'est sûr. Mais j'ai remarqué un autre effet, tu vois, depuis que j'ai monté ma boîte, et du coup, c'est pour ça que je fais l'avocat du diable, je me mets de l'autre côté. Des fois, tu vas prendre une décision en tant que directeur, mais toi, tu sais que c'est la bonne décision parce que t'as toutes les infos, sauf que la personne en face de toi qui te présente un truc, elle a pas des infos que toi t'as. Par exemple, tu vois, je veux dire, on va prendre la place d'un directeur, il est obligé de faire des coupes budgétaires, même si c'est pour prendre des risques, parce que je sais pas, il peut y avoir 1000 raisons, tu vois. Et même si derrière t'as des arguments logiques en face, il y a un truc qui est, tu vois, la vie du site, ou alors tu vois, genre peut-être que sinon ils vont fermer le site, ou enfin tu vois, bien sûr. Et le truc du coup, c'est que ça va dans les deux sens. C'est en fait la problématique, c'est qu'à partir du moment où il y a une décision qui est prise et qu'il y a des gens qui sont pas contents, ça veut dire qu'il y a un truc qui a pas été expliqué. Ouais, c'est ça. C'est à partir du moment où tu as une asymétrie dans des informations, forcément, toi, t'es à ton niveau et t'as tes arguments. Le décisionnaire a lui aussi ses arguments et ses informations. Donc, à partir du moment où il y a un décalage, forcément, ça peut compliquer la compréhension. Et tu vois, on vit dans des systèmes, dans des usines où ce décalage, il est présent partout et tout le temps. Donc du coup, on n'arrête pas de dire au directeur, on l'a dit pas mal dans ce podcast, je le redis encore, hein, il faut le faire, hein, messieurs, descendez les putains d'escaliers, ok. Mais par contre, ça va dans les deux sens, en fait. C'est pas que au directeur de faire des efforts. Je veux dire, messieurs les opérateurs, messieurs les managers, poussez vos directeurs à descendre, mettez-vous dans leur basket aussi, essayez de comprendre, demandez plus d'explications. Et tu vois, je pense que c'est un effort mutuel parce que si jamais les deux parties sont déçues, ça peut pas être la faute que d'un seul. On m'a toujours dit quand j'étais petit, quand il y a deux personnes qui s'engueulent ou qui sont pas d'accord, c'est de la faute des deux. Ouais, mais c'est clair. Et c'est pour ça que moi, tu me demandais ce qui était mon plus grand échec, mais l'échec, il est même pas, tu vois, d'avoir travaillé et au final d'avoir eu un non. L'échec, il est plutôt de pas avoir eu justement accès à la personne qui décidait pour justement lui expliquer un peu plus, lui montrer les choses, comprendre pourquoi elle a pris cette décision. Voilà, c'est ça. Il est plus là l'échec dans le sens où ça aurait été enrichissant pour tout le monde
de pas faire ça, on va dire chacun de son côté, et de pouvoir faire ça au pied de la machine ou voilà, avec en ayant toutes les infos de chaque côté pour ça. Après, j'ai eu aussi la chance clairement dans une entreprise où j'ai pas été trop confronté à beaucoup d'échecs, parce que une grosse boîte dans l'aéronautique, il y avait quand même beaucoup de sujets intéressants, beaucoup de moyens et beaucoup de ressources. Donc après, tu passes forcément vite à autre chose, mais si je devais en retenir un, ce serait celui-là en tout cas. C'est un bel exemple. Moi j'aime bien parce que souvent on va parler, tu vois, d'outils, de TPM, etc. Et puis on en revient toujours finalement à des choses assez simples, hein, qu'on a tous appris à l'école primaire, c'est communiquer, quoi. Ouais, Parler. C'est exposer ses idées, écouter les idées des autres pour finalement. Tu vois, c'est tout à fait ça, parce que tu vas avoir un fonctionnement, un opérateur sur sa machine, tu vas venir le voir tous les jours pour lui demander si ça va. Il va rien remonter, il va pas forcément participer. Tu vas mettre en place une démarche, on parlait tout à l'heure de TPM, tu vas lui mettre un tableau avec des cartons, des post-it ou des choses comme ça, pour lui dire à chaque fois que tu as un problème, tu le notes. Et là, tu vas remonter des informations. Donc c'est le mode de communication qui a évolué en fait. Dès que tu vas mettre en place une démarche, tu as l'impression d'ouvrir une porte et que les gens vont se dire OK, maintenant je peux dire ce qui va pas. Alors que si tu mets pas en place la démarche, j'ai l'impression que les gens vont rester avec leurs problèmes, leurs sujets dont ils aimeraient bien parler. Mais comme entre guillemets il y a rien d'officiel qui est lancé, ils le font pas. Et c'est justement l'intérêt du Lean de pouvoir communiquer. Ouais. Mais ça c'est fou quand même, hein, parce que il y a des deux côtés, hein. Il y a autant les gens ils pensent qu'ils ont pas le droit de parler. Et ça c'est quand même dingue. Ouais, bien sûr. Et autant les directeurs, ils ont l'impression que les opérateurs, ils ont envie de rien dire, tu vois, genre. Ouais, mais c'est fou. On est quand même avec toutes les avancées sociales qu'on fait, avec tout ce qu'on apprend maintenant, ce qu'on voit du travail, tu vois, genre c'est fou qu'on en un basique. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un basique en fait, ça, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et en fait, c'est pas un basique. C'est ça qui est important en fait de comprendre l'état des lieux dans lequel on est dans l'industrie, c'est que ça c'est pas un basique, c'est pas inné, et donc il faut travailler dessus, quoi, parce que c'est hyper important, quoi, que tout le monde puisse se dire j'ai le droit de parler. Non, mais oui, mais complètement. Après, il y a sûrement une espèce de barrière liée à la hiérarchie où les gens n'osent pas parce que je sais pas, ils ont peur peut-être pour leur place, pour leur poste, je sais pas, ça peut être plein de choses, mais ça évolue. Mais c'est sûr que ça, c'est des sujets qui se font pas du jour au lendemain, parce que voilà, ça peut être aussi des fois générationnel. Si ton patron il a 30 ans plus que toi, t'as peut-être peur qu'il ne comprenne pas dans ta façon de remonter un problème ou quoi que ce soit. Et bon, ça évolue et ça continuera d'évoluer, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que ça devrait être un basique. À partir du moment où tu fais partie de la même boîte, où tu dois pouvoir communiquer de manière transparente, peu importe le niveau, quoi. Ça serait merveilleux, ça sera merveilleux, ça arrivera peut-être peut-être un jour. Est-ce que Pierre, on a commencé un peu, mais est-ce que tu as un coup de gueule, toi, pour l'industrie en France? La France entière t'écoute. 70 millions de personnes t'écoutent. Oui, enfin, moi j'ai un coup de gueule et je l'ai exprimé récemment, on va dire, sur LinkedIn. Je trouve, et j'ai toujours trouvé, que la maintenance notamment, mais aussi les métiers de la production, etc., on sait pas se valoriser en fait. On sait jamais. Ça c'est intéressant comme point de vue, j'aime bien. On sait pas se mettre en avant, on sait pas valoriser les compétences, les métiers, et on fait juste, on le voit là avec les métiers qui sont en pénurie par exemple. On fait juste dire les jeunes ils veulent plus travailler à l'usine, ils veulent plus travailler dans l'industrie, mais forcément. Si on met pas en avant ce que ça peut donner comme perspective, ce que ça peut apporter personnellement, ce que ça peut, la richesse que ça peut avoir, et forcément on va pas intéresser grand monde, on va pas susciter peut-être des nouvelles idées, des nouveaux projets. Et moi c'est plus ça, ce coup de gueule, c'est que
on a tendance, je pense, à faire le maximum pour être bon, pour être performant. On est quand même on est à la tête de beaucoup d'innovations quand même dans notre pays, et on sait pas vraiment le valoriser, parce que on cherche toujours à faire mieux, faire plus vite, etc. Et une fois qu'on a réussi, on sait pas à un moment donné s'arrêter et se dire bah voilà, on a progressé de temps, on a innové sur ça, on a développé telles activités, et je trouve ça dommage, parce que derrière, notamment pour la continuité, on va dire, de l'industrie, euh, on doit frustrer un petit peu des plus jeunes qui pourraient justement intégrer l'industrie et apporter un nouveau dynamisme, une énergie, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser, et c'est dommage, parce que derrière on se plaint que on trouve pas certains profils, et qu'on va mettre quelques années avant de les retrouver, parce qu'il faut essayer de redynamiser, quoi. Donc toi, tu dis la maintenance, c'est pas sexy et c'est pas normal. C'est presque ça, mais bon, pas que la maintenance, c'est aussi, je te dis, la production, où en fait il y a une énorme richesse, je pense, dans l'industrie. Il faut réussir un peu à redorer un peu certains métiers où on pourrait imaginer que voilà, ces métiers un peu dégradants, manuels, de base, sans grande qualification, etc. Et c'est pas le cas, parce que tous les métiers sont riches, et il faut qu'on puisse les défendre et les valoriser. Je partage le point de vue. J'aime le coup de gueule. Je suis d'accord. Je pense que on va arriver vers une pénurie de talents dans l'industrie, Ouais, et qui est lié, en fait, je pense, à l'image et au style de management qu'on peut avoir, malheureusement. Mais en même temps, en contrario, j'arrête pas de rencontrer des boîtes extraordinaires, des usines avec vraiment des équipes ultra motivées, avec des super management. Donc j'ai bel espoir que ça change, mais c'est un combat là qui est pas facile, hein. Ouais, bien sûr. Bah après, il y a d'autres secteurs, d'autres secteurs qui arrivent à le faire, qui le font très bien, et c'est bien. On peut sûrement s'en inspirer, et sûrement échanger, et voir comment on peut justement valoriser notre industrie, quoi. Parce qu'on voit quand même que c'est un pilier quand même important de l'économie, quoi. Ah ben, il me semble que, si j'ai pas de bêtises, l'industrie, c'est le premier employeur en France, hein. Ouais, je connais pas les chiffres, mais oui, ça doit être quand même une part assez importante, ouais. Est-ce que on a beaucoup parlé de maintenance, mais après, pour moi, ça reste du lean, ça reste de l'amélioration continue, ça reste du savoir travailler ensemble. Pour tous les gens qui se posent des questions sur les sujets de maintenance, est-ce que tu as un livre, un podcast, un compte Instagram, une vidéo YouTube, un truc qui pourrait être intéressant pour nos auditeurs à regarder? Alors moi, je regarde un peu de tout, donc j'ai pas un livre de chevet ou autre, mais je regarde pas mal de. C'est pour ça que je trouvais le concept de ton podcast intéressant, c'est que je regarde pas mal de vidéos sur des exemples concrets, Ouais. des outils de Lean, avec soit des témoignages, soit voilà, des exemples concrets, donc soit des vidéos, soit éventuellement aussi des podcasts audio, comme celui que vous proposez, et toujours justement pour essayer de vérifier, on va dire, la théorie par rapport à certaines pratiques, et pas forcément d'ouvrage sur le lean en soi, mais Plutôt des vidéos sur YouTube. plutôt vidéo YouTube, et après sinon des livres qui vont. Alors j'en ai lu quelques-uns, et j'en ai pas forcément un en tête qui me revient, mais sur justement mettre vraiment l'humain au centre de l'activité, et c'est, je pense, en lien complètement avec le lean, puisque
parce que aussi bien dans les process que dans la production que dans tout, la source d'amélioration et la source de progrès, c'est forcément en passant par les gens qui sont sur le terrain. Donc je lis beaucoup d'articles, beaucoup de choses sur comment justement on peut remettre les gens au centre des activités, quoi. Ok, moi j'aime bien, c'est pour une fois on donne pas de ressources, mais on dit les gars, il y en a plein des ressources sur internet. Allez sur YouTube, il y en a beaucoup, tapez Lean, tapez usine, et vous allez trouver plein de trucs. Voilà. Enfin voilà, c'est à peu près comme ça que moi je continue régulièrement d'apprendre, et puis parce que c'est tellement riche qu'on peut pas en savoir la moitié, quoi. C'est vrai. Pierre, je t'ai bombardé de questions pendant quasiment 40 minutes. On arrive bientôt à la fin du podcast. Est-ce que tu as une question pour moi? Une question. Je vais faire attention de ne pas dire n'importe quoi. Tu peux me poser ce que tu veux, hein. Ouais, mais justement, c'est intéressant. Ma question, ce serait, est-ce que tu penses que dans l'amélioration continue, il y a une fin ou pas? Est-ce qu'on peut toujours améliorer les choses, ou est-ce qu'à un moment donné, est-ce que tu penses qu'on est au maximum et qu'on peut plus améliorer quoi que ce soit, ou pas? Moi, je pense que il y a une fin à l'amélioration. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. À un moment donné, on arrive au top du top d'un système. Et il peut pas faire plus. Je vais prendre une machine. À un moment donné, on arrive au top de ce qu'elle peut sortir. Mais en fait, l'amélioration continue, ça s'arrête jamais. Pas à cause du fait qu'on n'arrive jamais au 100%, mais à cause du fait que l'environnement, les machines, les références, les matières, les procédés évoluent. Et c'est ça qui fait que ensuite on doit retrouver des nouvelles cadences. Et en fait, du coup, l'amélioration continue, c'est pas tendre vers un 100% qu'on n'aura jamais, c'est plutôt s'assurer qu'on a toujours un 100% malgré toutes les modifications qui subsistent, qui interviennent. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur les deux raisonnements, on va dire, sur le fait que sur un moyen, tu peux arriver à une amélioration optimum, maximale, on va dire, mais qu'effectivement, dès que tu vas avoir quelque chose du contexte qui change, il faut tu rebâtis un nouvel objectif, et forcément, tu dois te réinventer et réaméliorer les choses, quoi. Et je pense que c'est sain, tu vois, il faut pouvoir à un moment donné atteindre l'excellence, quoi. Ouais. Parce que sinon, comment il s'appelle là, il y a un héros grec là qui est puni, il doit monter une boule en haut d'un volcan, et à chaque fois il redescend et il remonte toujours sa boule, et il n'y arrive jamais. Je vois. Je sais plus comment il s'appelle, quoi. Ouais. Ça c'est horrible en fait, tu vois, genre on te dit ouais, il faut tendre vers l'excellence, faire de l'amélioration continue, mais ça s'arrêtera jamais et tu pourras jamais y arriver, t'arriveras jamais à 100%. Non, c'est horrible. Moi je pense qu'il faut plutôt avoir conscience qu'on peut arriver à 100%. Par contre, c'est très dur. Déjà, est-ce qu'on doit arriver à 100%? Souvent, il vaut mieux s'arrêter à un bon 90 plutôt qu'aller chercher un 100 dans la douleur et dans les pleurs, quoi. Un bon 90, il peut faire le taf aussi. Ouais, et puis après, il faut y aller étape par étape, marche par marche, parce que sinon, effectivement, tu peux générer de la frustration, tu peux générer plein de trucs, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut avoir en tête qu'on pourra améliorer en continu, on pourra améliorer plein de choses, et avec justement plein d'outils, des nouveaux outils, il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles réflexions, des nouvelles idées, et ça t'amène justement des solutions en plus. Tu dois les intégrer à ton amélioration, quoi. C'est ça, mais pour moi c'est ça la réponse à ta question, ça. Voilà. Et merci Pierre pour ce moment, ça passe toujours trop vite. Merci à toi.
Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez poser des questions à Pierre, vous pouvez le contacter directement sur LinkedIn. Il est tagué, n'hésitez pas à le contacter. Si vous voulez participer à l'épisode, n'hésitez pas à nous écrire. Ou si vous connaissez quelqu'un qu'il faut absolument qu'on interviewe, n'hésitez surtout pas à nous le dire ou en commentaire ou à m'envoyer par message privé. Je vous remercie à tous et à toutes et je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée Pierre. Merci, au revoir, à bientôt. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du Déclic du Lean. Si vous souhaitez échanger avec notre invité, n'hésitez surtout pas. Il va y avoir ses coordonnées en description et vous pouvez le ou la contacter directement sur LinkedIn. Si vous souhaitez participer à un épisode du podcast du Déclic du Lean, je vous invite à me contacter soit sur LinkedIn ou à m'écrire directement par email arnaud@declic.fr, DECLIQE. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur nos boutons et sur ce qu'on fait dans les usines, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet declic.fr ou sur LinkedIn. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le Lean dans les usines.